Si la qualité de l'origine du lead est déterminante dans l'approche bénéfice-coût, s'additionne en plus la dimension du traitement du lead. Traitement humain, traitement technologique, un processus pour rationaliser les coûts. Pour en parler, Alexandra Giacolone, WebHelp, qui va évidemment vous présenter ses intervenants. Avant toute chose, cette conférence est filmée grâce à notre partenaire Visit Online et vous pourrez la revoir sur YouTube. Bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, le coût du lead est une obsession dans bien des métiers. Aujourd'hui, le marketing du lead est une science prédictive au-delà du verbe et de l'image. Et dans ces métiers que sont l'hôtellerie, le transport aérien, la grande consommation, le coût du lead se calcule avec une équation assez complexe, mais une équation qui existe et qui permet le pilotage au quotidien. Alors on a essayé de transposer cette équation au vertical immobilier neuf. Ça marche difficilement, voire pas du tout. Donc aujourd'hui, la question qui se pose est quel est le coût du lead. On ne va pas proposer au cours de cette table ronde un chiffre unique qui n'aurait pas de sens, mais en revanche, on va essayer de comprendre la composition de ce lead, qu'est-ce qu'il contient en termes de coût facial et de traitement, ce coût, et puis derrière, comprendre comment on peut calculer non pas un coût, mais des coûts, et pour cela, une très très belle table ronde aujourd'hui en verticale linéaire. Tout d'abord, Philippe, vous êtes dirigeant d'Oswald Orbe Digital, une agence de communication, vous allez vous présenter. Marc Binda, directeur général du Biflo, qui a plus de 10 ans d'ancienneté maintenant. Lucien Talimo, Scorimo, qui va également se présenter sur plutôt la partie traitement, aval, une fois que le lead est capté, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis Christelle Marchand, qui, vous, en tant que directrice commerciale, directrice communication marketing de Coffin Broad, êtes à l'issue de cette chaîne de valeur et pourrez partager avec nous l'ensemble de la chaîne, de la captation jusqu'à la finalité, la vente. Alors, on a en face de nous Philippe Charles qui va présenter l'agence Oswald Orbe Digital. Vous existez depuis plus d'un 5 ans, vous êtes spécialisé en immobilier et votre core business s'appuie fortement sur une dimension technique. Alors, vous avez deux obsessions, la géolocalisation du client et le nourrissage, le nurturing du client. Alors en fait, donc je me présente Philippe Charrer. C'est vrai qu'on est une agence qui a une forte culture immobilière puisqu'on travaille avec des promoteurs. On est vraiment spécialisé sur des sujets promotion et la filiale digitale s'est naturellement orientée vers des stratégies qui sont soit des stratégies de contenu, soit des stratégies de captation de leads. On aura l'occasion de l'évoquer après, mais c'est vrai qu'un lead, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas nourri, s'il n'est pas réchauffé, c'est un lead qui souvent ne sert pas à grand chose à part les hyper intentionnistes qui vont concrétiser très peu de temps après s'être inscrits. Merci Philippe. Alors vous, Marc Binda, vous êtes le directeur général du Biflo, du cluster France, puisque Biflo aujourd'hui s'internationalise. Cette société a plus de 10 ans, vous êtes spécialiste de la visibilité digitale. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur Ubiflo dans la perspective de la thématique ? Alors nous, chez Ubiflo, on est spécialiste de la visibilité digitale des points de vente. On travaille la notoriété des points de vente sur les grands carrefours d'audience et on travaille aussi la visibilité des produits de nos clients sur un grand nombre de sites internet en proposant des flux de qualité enrichis qui permettent la publication des annonces de nos clients sur un grand nombre de supports de manière qualitative. Et nos outils se situent en fait en amont de la génération de leads. Ils optimisent le temps de traitement de la création du contenu qui va ensuite, derrière, générer le lead que vous allez accueillir chez vous. Donc on est en amont, avant la génération du lead, et juste après va arriver Lucien Talimo de Scorimo qui vous travaillez sur le traitement, la relation autour du lead juste après sa génération, Lucien. Tout à fait, donc bonjour Lucien Talino, je suis juste après effectivement Marc et Ubiflo. Une fois que le lead a été généré, qu'il est passé par les tuyaux d'Ubiflo, il arrive. Chez nous, nous traitons en fait les leads qui sont générés par les différents portails d'annonces et par les sites internet, tout simplement. Et on traite, on accueille et on qualifie le lead pour ensuite leur distribuer selon les règles les différents points de vente avec lesquels on travaille. Donc on est aussi bien sur l'univers promotion
que sur l'ancien, bien évidemment. Donc on a une vision en fait des leads très quantitative, on a de la data de façon très importante, puisque tout est marqué, en fait, il y a un système de call tracking et email tracking assez puissant qui nous permettent de relier toutes les infos donc dans la chaîne de valeur, à la fois une fois qu'il est généré jusqu'à la clôture, en fait, à la vente, ou la non-vente, et le pourquoi de la non-vente. Voilà. Ce qui permet derrière de se dire, en fonction du nombre de leads que j'ai généré, ça m'a coûté combien? Exactement. C'est-à-dire qu'à la finale, notre système permet à nos clients de savoir exactement ce qu'ils ont généré comme lead avec telle action marketing ou tel média, et d'avoir un vrai coût du lead par média ou par action marketing. Donc, double effet qui se coule, non seulement quel levier a fonctionné sur ma catégorie de produits, et derrière combien ça a transformé. Merci Lucien. Alors c'est un hub qui va canaliser l'ensemble des leads par une saisie, mais c'est une technologie Scorimo qui est fortement digitale. Ah, complètement, oui, parce qu'on a tout intégré, enfin, le développement a intégré à la fois une technologie au niveau des téléopérateurs et un système de centre d'appel de dernière génération, un CRM prospect qui est vraiment intimement lié en termes de développement, et une business intelligence qui est juste derrière. Tout ça est interconnecté, on ne peut pas les séparer les uns des autres. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois. D'où une grande finesse finalement du retour sur la qualification du lead. Alors Kaufmann & Broad, on le représente quand même, et c'est normal. Promoteur immobilier depuis près de 50 ans maintenant, on se demande souvent, mais depuis quand? Depuis plus d'un siècle, depuis un demi-siècle. 50 ans l'année prochaine. Et oui, IKB importe à ce moment-là l'American Way of Life dans les maisons neuves des années 70, a beaucoup évolué depuis, très très pionnier du marketing, et a fortiori du marketing du lead, Christelle. Eh bien, moi, je suis donc la cliente réelle ou potentielle de ces messieurs, et société de promotion immobilière qui génère les produits, donc les annonces qui vont être à l'origine des fameux leads dont on va parler aujourd'hui. Alors la première question, sans transition, Christelle, c'est qu'est-ce qu'un lead? Est-ce qu'on est tous alignés sur la définition? Alors pour vous, Philippe, le lead, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, Christelle le disait, sans produit, il n'y a pas de lead. C'est idiot, mais c'est quand même bien de le rappeler. On n'est pas des magiciens. Les agences arrivent à capter du lead parce qu'on nous donne des produits à mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est que pour nous, un lead, c'est d'abord quelqu'un qui nous envoie un message qui est « vous pouvez me contacter ». La personne s'est inscrite, elle a bien sûr manifesté un intérêt pour un produit, elle a éventuellement défini plus ou moins précisément sa demande, mais le message que nous on retient, c'est voilà, je vous donne l'autorisation de me contacter. Donc c'est le début de la création d'un lien avec un prospect. Alors pour Ubiflow, pour vous Marc, qu'est-ce que c'est le lead? Alors, tout d'abord, avant d'avoir un lead, effectivement, il faut avoir les produits, et il faut aussi les publier efficacement sur tous les grands carrefours d'audience, en particulier les carrefours digitaux. Donc, faire en sorte que le produit soit correctement mis en valeur dans les bonnes rubriques, pour vous permettre d'obtenir des retours à la fois quantitatifs mais aussi qualitatifs. Et donc pour nous, de notre point de vue, un lead, c'est un contact qui a manifesté un intérêt pour un programme en particulier. Donc c'est toujours un mix entre le contact et le produit. Merci Marc. Alors pour Scorimo, une conjonction, qu'est-ce que c'est le lead? Oui, c'est la combinaison simple contact-bien. Voilà, c'est-à-dire que chez nous, pour que le lead aille donc jusqu'à notre client, le client final, c'est tout simplement toutes les coordonnées clients, à savoir le téléphone et ou l'email. On va savoir que l'email aujourd'hui, on arrive à la récupérer dans 95% des cas, les emails prospects, chose qui n'est pas toujours évidente, mais aujourd'hui on arrive à les récupérer, et derrière c'est toutes les informations sur le bien concerné. Donc un lead qui arrive dans les mains du négo qui sont tout à fait qualifié, effectivement. Merci Lucien. Alors pour Christelle, pour toi Christelle, et pour vous, pour Kaufmann, le lead, qu'est-ce que c'est? Alors le lead, c'est tout ce que ces messieurs ont dit. Ma position dans la ligne va faire que je vais être très synthétique souvent. Oui. Mais on peut peut-être commencer à aller un petit peu plus loin en disant qu'il y a plusieurs sortes de leads, ou en tout cas il y a plusieurs stades de maturité du lead, et que ce qui est effectivement une personne physique qui a manifesté son accord pour qu'on rentre en relation avec elle et qui s'intéresse à un produit, ou en tout cas à l'idée d'acheter un
produit immobilier, peut avoir différents stades de maturité, c'est-à-dire peut être plus ou moins sur le point de passer à l'achat. Donc je pense qu'on peut rajouter ça. Ça peut s'exprimer de manière un peu basique par l'idée que c'est un simple formulaire pas très engageant ou plutôt un appel téléphonique avec une demande de contact déjà beaucoup plus précisée ou même une visite sur un point de vente avec évidemment du coup une intention plus marquée et sans doute plus donc prête à passer à l'acte d'achat. Alors tous les quatre, vous parlez beaucoup dans cette définition du lead, très alignée, de maturité du lead. À chaque fois, on entend maturité, maturité. Alors, est-ce que selon vous, tous les quatre, ou l'un de vous quatre, la maturité va avoir un impact sur le coût de ce lead ? Philippe ? Oui, la maturité va avoir un impact sur le coût du lead parce que, évidemment, un lead qui est mature, c'est un intentionniste qui connaît déjà son besoin, qui sait identifier, qui normalement donc devrait transformer plus rapidement. C'est même le cœur du sujet, c'est qu'en fait on s'aperçoit dans les leads qu'on capte et dans le type de lead qu'on va avoir des achats qui vont se faire dans des cycles très courts et puis des achats qui vont se faire plus à moyen terme, on va dire entre 6 mois et 1 an, et puis des achats qui vont se faire sur un terme beaucoup plus long. Ce sont tous des leads, ce ne sont pas du tout les mêmes leads. Les premiers sont souvent des intentionnistes qui ont déjà défini leurs besoins et même parfois qui s'étaient déjà identifiés, c'est-à-dire qu'on les retrouve. Donc les intentionnistes et les leads chauds ou matures d'aujourd'hui sont ceux qui étaient immatures il y a quelque temps, qui n'ont pas toujours été traités ou qui n'ont pas trouvé réponse à leurs besoins. Et il est évident que quelqu'un qui serait inscrit comme un prospect mature, qui transforme tout de suite, on aura moins le coût derrière d'entretien, de communication, de tout ce qu'on appelle le nurturing en fait, et puis de tout simplement de mise en place d'outils marketing pour garder le lien avec ce client. Pour vous, Marc, maturité ? Oui, évidemment, mais avant d'obtenir un lead mature et chaud, vous allez réaliser un grand nombre d'opérations marketing, justement pour produire du contenu et faire en sorte que ce lead progresse dans sa décision d'achat. Donc, facialement, on peut avoir l'impression que ce lead chaud coûte peut-être moins. Mais en réalité, il faut aussi prendre en compte toutes les actions que vous avez menées au préalable pour obtenir ce lead de grande qualité et ce lead chaud. Et vous, Lucien, en aval, est-ce que c'est marqué aussi, cette maturité, par le nombre d'actions conduites pour le nourrir sur le terme petit, moyen ? Non, on observe les cycles énoncés tout à l'heure par Christelle, on les voit, les cycles de maturité, on voit le taux de transformation rapide sous 3 semaines, un peu moins rapide 3-6 mois, ou le après. C'est très marqué. Après, nous, on n'a pas cette visibilité effectivement sur cette différenciation de coûts. Nos clients les ont, parce qu'ils ont cette capacité de faire l'analyse. Par contre, à notre niveau, nous, on n'a pas cette vision-là. Après, il est certain que selon, même sur je rejoins Marc, même sur un lead qui peut paraître moins onéreux puisqu'il a été un intentionniste vraiment très très chaud qui va agir rapidement, on ne peut pas vraiment mesurer tout ce qui s'est passé en amont de cette prise de décision, quoi. Alors pour vous, Christelle, nourrir le lead, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, nourrir le lead, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que d'abord, ça replace l'idée que le lead intéressant pour nous, c'est un point de rencontre. C'est un point de rencontre entre une opération, donc un programme immobilier qui est à l'emplacement recherché, au prix recherché, c'est-à-dire avec la capacité de financement de l'intentionniste identifié, et donc au moment où c'est possible pour lui. Donc ce point de rencontre, je dirais presque qu'il y a le fruit du hasard, c'est-à-dire que notre programmation de lancement, si elle tombe dans le cycle de maturation au bon moment chez l'acquéreur, c'est un lead qui va être très simple et donc très peu coûteux à capter et à transformer. Parce que voilà, un besoin rencontre, une attente rencontre une offre et ça se passe vite et bien. C'est pas toujours aussi simple dans la vie de notre commercialisation et donc effectivement, on peut avoir quelqu'un qu'on a en base très longtemps avant d'être en mesure de lui proposer au bon moment le bon produit qu'il peut acheter. Donc effectivement, il y a, quand on regarde et quand on analyse ce que l'on peut analyser dans nos CRM, qui sont aujourd'hui assez sophistiqués, on se rend compte qu'il y a 3 types de transformation. Il y a la transformation quasi immédiate, on lance un produit, il rencontre son public, ça va très vite. Il y a une transformation plus complexe,
plus longue où sur ce même produit, après ce même lancement, il y a un temps de maturation du contact, de prise de décision. On reviendra peut-être sur ce sujet-là parce que je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nos marques. Et puis il y a l'autre dimension qui est une dimension où quelqu'un a un projet à plus ou moins long terme et donc plutôt long terme et il peut rester dans une base plusieurs années avant qu'une sollicitation marketing rencontre le bon moment. Alors, déjà une première piste de réponse dans la composante de ce coût. Premièrement, pas de lead en valeur absolue. On va toujours raisonner lead par rapport à un produit, une géolocalisation. Et deuxième sujet, pas de coût du lead sans processus de maturation ou maturité. Alors, souvent on se pose la question, est-ce que segmentation oblige, le coût d'un lead investisseur est plus ou moins ou égal au coût d'un lead accession, selon vous, Philippe? Vous avez une petite idée dessus? Oui, on s'aperçoit en fait que sur le marché, il y a des stratégies d'achat qui ciblent spécifiquement les investisseurs et on a souvent des leads qui coûtent plus cher. On a d'ailleurs des clients qui le font de moins en moins. Et puis après, on a tout simplement l'environnement naturel des investisseurs autour des projets, puisqu'on parle d'immobilier, qui eux se manifestent sur des communications qui sont plus génériques parce que l'investisseur, de toute façon, est quelqu'un qui va être sensible à plein de critères qui sont finalement également présents dans la communication plus générique qui va cibler les gens qui veulent vivre dans un programme. Donc il y a un coût plus élevé si on raisonne sur l'ambition d'aller chercher spécifiquement les investisseurs. Il n'y en a pas forcément si on considère qu'on peut cibler les investisseurs avec des stratégies de captation de leads qui ciblent aussi les utilisateurs finaux, tout simplement. Alors, une question sur le marché du lead. Maintenant, où est-ce qu'on va les trouver, ces leads? Avant de parler du coût, est-ce qu'il y a un marché, Christelle, le marché du lead pour vous? Enfin, j'allais presque dire le marché du lead, pour moi, il est un peu vécu. C'est-à-dire que l'idée de l'achat de lead tel qu'on peut le connaître dans nos métiers, on en a un peu fait le tour, notamment parce que le lead investisseur dont on vient de parler, c'est un lead qui est plutôt cher, c'est vrai, mais qui est surtout plutôt très compliqué à transformer. Donc, justement, s'il ne passe pas par un processus de transformation plus naturel, en fait, c'est-à-dire plus soumis aux lois de l'attractivité du produit, qu'à des lois d'acquisition et d'input marketing, il transforme peu, donc il est très cher, il n'est pas intéressant. Donc ce cycle d'achat de lead, je crois qu'il a un peu vécu. Effectivement, on est plutôt en train de créer des conditions favorables à ce que des gens qui sont en requête vont naturellement venir rencontrer notre offre par les carrefours qu'on met en place. Traditionnel. Pour vous, Lucien, le marché, il se résumera à quoi aujourd'hui, si on devait le définir, pour aller les chercher? On n'a pas exactement cette vision-là. On est plutôt à encourager nos clients à travailler notamment leur site internet. Ah oui, tout à fait. Où on a un vrai taux de transformation. C'est-à-dire que nous, on observe dans la data un taux de transformation très élevé sur les sites internet, avec une génération de leads qui est assez faible, hélas. Et peut-être, avant d'aller acheter du lead, travailler différemment, innover, effectivement, créer des choses qui peuvent être très très bénéfiques, puisque quand on a des taux de transformation, parfois sur les sites internet qui sont 2 fois plus importants que sur les médias, ça fait poser question. Donc finalement, il y a des stratégies internes, on regorge de ressources inavouées et en tout cas pas totalement exploitées. Pour toi, Marc, le marché du lead, aujourd'hui, toi tu es en amont, donc tu le vois bien, tu as une vision globale de ce marché. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Est-ce qu'il est monopolistique, oligopolistique? Comment il se traduit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, rien que sur le canal digital, il existe plus d'une centaine de portails qui acceptent des produits neufs. Alors vous avez bien entendu des portails spécialistes. Donc de notre point de vue, il n'est pas du tout monopolistique. Il existe un grand nombre de carrefours d'audience sur lesquels vous pouvez mettre en valeur vos différents produits en fonction des critères, votre zone géographique, parce que les performances sont très liées aussi à la zone géographique sur laquelle vous vous situez. Le portail leader de votre région n'est peut-être pas le même que celui de la région de votre confrère, ou si vous êtes dans un groupe national, la stratégie doit certainement être adaptée en fonction des différentes régions.
Il y a bien entendu, comme le disait Lucien tout à l'heure, il ne faut surtout pas oublier le site de la marque, parce qu'aujourd'hui, en effet, les acquéreurs sont très très attachés à la marque et à la mise en avant de cette marque. C'est rassurant. Du coup, nous, on alimente aussi les différents sites de marque. On fait en sorte que les produits soient correctement diffusés à la fois aussi sur les grands carrefours d'audience, mais aussi sur le site de la marque. Pour vous, Philippe, monopole ou pas monopole? Je vais faire une synthèse de ce qui vient d'être dit, mais il n'y a pas de monopole. On est clairement aujourd'hui sur des démarches où il y a effectivement des portails qui existent, où on peut soit renvoyer du flux vers les sites des promoteurs, soit acheter du lead parce qu'ils ont capté du lead. C'est vrai que les leads de meilleure qualité de loin sont ceux qu'on capte sur les sites de nos clients. C'est assez estomacant quand on voit les résultats des campagnes de marketing qui utilisent les fichiers de nos clients. C'est sans commune mesure. Voilà. Donc ça montre bien que finalement de réussir à ramener un prospect directement sur le site du client et de créer un lien avec la marque et avec le produit de la marque, parce qu'on est quand même sur un marché où le produit prime, c'est fondamental et c'est un sujet qui est assez important. Voilà. Alors vous parlez tous finalement du site internet à ne pas occulter, des différents portails qui ne sont pas tout seuls, ni d'une centaine. Est-ce que éventuellement il y aurait des challengers à ces grands acteurs de publication d'annonces? Est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent? Est-ce que les réseaux sociaux aussi, Philippe? Encore là, vous la parole. Oui, oui. D'abord, il faut quand même pas qu'on oublie tout ce qui est search et AdWords, puisqu'on n'en a pas forcément parlé, mais c'est plus qu'un challenger. On a des résultats qui sont excellents grâce au search. Après, effectivement, on peut évoquer Facebook. Oui. Facebook est un réseau social qui est très intéressant parce qu'en fait, on peut cibler les gens de façon affinitaire et comportementale. Donc on va définir le profil de quelqu'un qui est un prospect mature ou chaud. Il a des habitudes, il a des comportements et on va pouvoir cibler des gens qui auraient a priori les mêmes comportements. Et on s'aperçoit qu'on a là des leads qui sont des leads qui sont qualifiés mais qui sont peut-être moins chauds. Il y a souvent un délai, il faut les travailler, il faut les alimenter. Ce qui est intéressant aussi dans Facebook, c'est qu'on a des stratégies qui restent encore entre guillemets raisonnable en termes de budget, puisque de toute façon il y a une limite naturelle au budget qu'on peut dépenser sur Facebook. On en parlait juste avant parce qu'on a fait un petit point et je disais en souriant qu'il y a 2 jours je faisais un point avec un client et on lui disait une fois de plus, sur cette campagne on n'a pas dépensé tout le budget Facebook. Donc pour une agence c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une limite naturelle, on l'atteint, on le dit au client et puis on basculera le budget sur autre chose. Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette limite? On ne comprend pas toujours très bien pourquoi est-ce que sur Facebook... Pourquoi cette limite? Parce que tout simplement sur Facebook, on ne va pas solliciter plus de gens que ceux qui sont réellement, par leur comportement ou par leur profil, potentiellement intéressant. Donc on ne surdiffuse pas en quelque sorte sur Facebook. Donc on a beau vouloir, parce qu'effectivement, je corrobore les propos de Philippe, c'est un canal d'apport de contact qui est très intéressant, qui est, puisque quand même on est là pour parler de coûts, qui est plutôt peu coûteux. Et surtout, il est peu coûteux parce qu'il transforme de manière assez intéressante, mais quantitativement parlant, il n'est pas suffisant pour alimenter le trafic nécessaire. Donc ça, c'est paradoxal, parce que finalement, on pourrait se dire, plus il y en a, moins c'est cher. Ben là, c'est le contre-modèle. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Il y a une limite entre guillemets honnête, mais en même temps, ça transforme très bien et c'est pas super coûteux. Donc ça peut être un bon plan. Sur la transformation, sur la maturité, si on revient au croisement du lead Facebook, par exemple, le réseau social et maturité, est-ce qu'il y a une corrélation ou est-ce qu'on peut avoir là encore de tout, du cycle 1 très court, ou bien moyen-termiste, ou bien long terme? Est-ce qu'on a un peu de recul? En fait, l'approche de captation par Facebook, c'est une approche qui part du produit, c'est-à-dire du produit ou de l'information qui environne le produit. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on est confronté dans son fil d'actualité sur Facebook à une proposition d'une marque immobilière, c'est une proposition qui nous permet, si on est intéressé, d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et donc, de ce fait, on peut toucher des gens qui peuvent être tout à fait au
début de leur démarche de recherche, tout à fait au début de leur marque d'intérêt pour une acquisition immobilière. Donc effectivement, les contacts qui sont drainés par les réseaux sociaux, on parle de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook. LinkedIn est aussi un réseau. Il y a d'autres réseaux qui commencent à émerger timidement et qu'on teste timidement aussi, il faut bien le dire. Ce sont effectivement des contacts qui n'ont pas un stade de maturité avéré. Il faut, pour certains, les travailler. Et pour d'autres, ils sont matures. Donc bon vecteur, du quali, pas forcément beaucoup de quanti, mais une fois de plus, la martingale n'existe pas. Il faudra retravailler ce lead derrière. Donc en termes de coût, il n'y a pas que le coût facial d'acquisition, il y aura encore une fois le coût de travail derrière. N'oublions pas cette valeur travail. Alors oui, le coût, pardon de te couper. Enfin, juste, je voudrais redire quelque chose, c'est qu'on fait un métier, moi je dis souvent qu'on fait un métier qui est assez basique, mais c'est pas du tout négatif dans ma bouche, mais le contact le moins cher, c'est toujours celui du meilleur produit, en fait. Et ça, c'est aussi la grande règle. C'est-à-dire que, finalement, le marketing, c'est pas un bon marketing qui fait beaucoup de contacts. C'est un bon produit qui fait beaucoup de contacts. Voilà. Important de le souligner. Alors, un bon produit avec un bon marketing qui fait beaucoup de c'est bien, c'est bien. Si je peux me permettre. Voilà. C'est une agence qui parle. Donc, quel talent fédérateur tu as, Philippe. Alors, Marc, que comprend le coût, finalement? Est-ce que ça n'est que le coût d'achat, que le coût d'acquisition? Si on s'arrête au coût d'achat du lead, on est juste sur une stratégie quantitative. Oui. Donc nous, de notre point de vue, vous aurez une partie de la réponse. Mais pour avoir la totalité de la réponse, il faut aussi avoir une approche qualitative et donc effectivement aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur et donc aller jusqu'à la transformation. C'est ce qu'on a déjà tous de se dire là, autour de la table. Donc nous, on va fournir de la data justement pour aider les différents acteurs autour de cette table pour obtenir la valeur totale de ce coût au lead. Donc tu parles souvent de la variable temps aussi, avant oui, de générer, parce que le temps, c'est aussi une économie de coût quand on économise ce temps. C'est la vertu du biflo, on peut se faire un petit peu de publicité, 5 secondes. Bon. Merci Marc. Alors Scorimo, toi tu interviens juste après, on le répète. Donc cette variable traitement, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle a un impact sur le coût? Oui, parce que encore une fois, le lead, il n'a d'intérêt qu'une fois qu'il est traité. C'est-à-dire que générer du lead, nous on les reçoit. Si derrière on n'en fait rien, qu'on les traite pas et qu'on les bascule pas et que derrière les négos ne traitent pas non plus, aucun intérêt. Donc le coût de lead est quand même assez large, il y a pas mal de choses à englober. Et il y a une chose qui est sûre, pour rejoindre aussi Marc, c'est qu'il y a un virage qui se prend. C'est-à-dire qu'on était sur quantité et vitesse, on est plutôt aujourd'hui sur qualité et profondeur. D'accord. Il y a cette notion de profondeur de lead qui rentre dans les cycles évoqués tout à l'heure, ces 3 cycles, qui vont donner le degré de maturité du lead, mais il y a quand même dans l'ensemble vraiment une volonté des différents acteurs d'avoir une qualité et une profondeur de lead. Donc la qualité devient aussi un argument. Un coût qui est élargi aussi par le traitement qu'elle a. Christelle, coût d'action, coût des plans d'action, est-ce qu'on les intègre ou pas dans le calcul du lead? Est-ce que ce serait un non-sens? Je ne sais pas. En fait, je pense que ce n'est pas une bonne question. Ah bon, pardon. Je passe à la suivante. Alors, comment on optimise je ris parce qu'on a déjà eu cette conversation pour préparer cette table ronde. Moi, je pense que ça va poursuivre ce que vient de dire Lucien. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la captation du lead n'est plus un problème dans nos professions. Et vraisemblablement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de problème pour capter des leads qualifiés au sens marketing des années 2000, c'est-à-dire avec une vraie adresse, avec un vrai numéro de téléphone, avec un vrai email. On sait capter du lead, intentionniste. Parce qu'aujourd'hui, le digital nous a apporté une vraie précision sur ces sujets-là. Et parce qu'on parle beaucoup de digital cet après-midi, bien sûr, c'est logique quand on est sur Rent, mais il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de nos leads matures, très, très directement transformables, sont apportés par la flèche Aquilux à côté du bureau de vente. Enfin, moi, je suis très basique dans mon métier. Donc, tout ça, on sait le faire, on le fait pas trop mal. Je pense que même on est quantitativement, on atteint même souvent des limites peut-être contre-productives. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, elle est d'arriver à transformer ce lead.
Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les bons produits ou qu'on n'a pas les produits ou qu'on n'a pas les bons vendeurs. Ça veut surtout dire qu'il y a une tendance de fond sociologique sur la manière dont on consomme aujourd'hui qui fait que je crois qu'il y a toujours, voire même un peu plus aujourd'hui encore qu'il y a 5 ou 6 ans, une très forte attractivité des marques. On aime les marques, la marque reste une référence dans l'acte d'achat. Même dans l'immobilier, peut-être plus qu'avant dans l'immobilier. Il y a toujours une attractivité pour l'immobilier, c'est clair aussi. En revanche, il y a une aversion qui est de plus en plus profonde, peut-être même violente pour le vendeur, pour le rapport mercantile avec la marque. Et aujourd'hui, on apporte des contacts qualifiés à nos forces de vente qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien, mais qui ont juste toutes les peines du monde à rentrer en contact. Un lead, ça veut dire un contact, à rentrer en contact avec les consommateurs qui, pour autant, s'intéressent vraiment et réellement aux produits qu'on propose. Et c'est cette dimension-là qu'il faut traiter aujourd'hui. En tout cas, nous, chez Kaufmann & Broad, c'est vraiment cette réflexion-là sur cette réflexion-là qu'on concentre beaucoup, beaucoup d'énergie aujourd'hui. Alors, avant de nous dévoiler un peu plus loin une des solutions, Philippe, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais juste compléter, parce que c'est vrai qu'on constate une évolution des clients qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, un client qui est contacté par un vendeur et qu'on arrive à contacter, c'est quasiment un client qui est acheteur. Ça veut dire qu'il est devenu quasiment expert. Il a checké les produits, il a regardé la marque, il a regardé ce qui lui plaisait, il a presque fait tout le travail qu'il faisait avant avec un vendeur. Il l'a fait tout seul, il l'a fait pas seulement sur le net, parce qu'effectivement il y a plein d'autres façons de se renseigner. Et donc le sujet qu'on a aujourd'hui, ça va être plus de créer une affinité au produit, même si le produit l'a créé de lui-même normalement, et puis une affinité à la marque qui fasse qu'à un moment, le client finalement accepte d'être contacté parce qu'il va transformer. Mais le rôle du vendeur n'est plus celui qui donne l'information sur le produit, il est celui qui va amener la touche finale. En tout cas aujourd'hui c'est comme ça, le client n'a pas envie d'être contacté juste pour être renseigné. Il attend une valeur ajoutée. Alors, quelques facteurs clés de succès, ça serait intéressant pour se dire le coût du lead est ce qu'il est en fonction de la géolocalisation, en fonction de son degré de maturité, en fonction de son attractivité, en fonction du momentum, parce que ça aussi est une variable totalement inajustable, parce qu'on ne sait pas quand le client sera prêt. Est-ce qu'on a quand même des clés à donner à notre auditoire aujourd'hui sur comment optimiser ce coût, comment le faire baisser, en tout cas comment le rendre le moins coûteux possible pour toi, Marc? De notre point de vue, il faut construire ces process de la génération de leads. Donc on part sur la création du contenu d'abord et donc bien optimiser ces outils et bien connaître ces produits pour pouvoir derrière les diffuser sur les bons carrefours d'audience, être très, très, très précis et gagner beaucoup, optimiser son temps de travail et du coup on va réussir à optimiser la génération de leads. Donc ça c'est juste avant. C'est en amont. Juste après, comment optimiser ce coût de traitement? Juste après, nous, avant d'optimiser, notre plus gros conseil, c'est de mesurer. Parce que c'est très très compliqué d'optimiser quelque chose quand on ne connaît pas la valeur de base. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment mesurer ce coût? Ouais, ça se passe au quotidien? Au quotidien, un récit qui s'est passé à plusieurs reprises là, durant le Rennes, c'est des échanges avec des responsables d'agences, des promoteurs, des constructeurs qui viennent nous voir et disent je n'arrive pas à gérer tout le lead, je vois bien que j'en perds, je vois bien que avant d'en acquérir, j'aimerais bien déjà gérer tout ce que j'ai. Et ok, vous en avez combien? La question est un peu piège, à chaque fois on fait la même et on sait qu'ils ne peuvent pas nous répondre. On sait pertinemment qu'il n'y a pas de réponse. Et quasi systématiquement, on nous annonce à peu près un chiffre. Alors certains y arrivent, ceux qui ont des systèmes de call tracking et de mail tracking externalisés, ça ils y arrivent, ils ont un chiffre net, c'est les seuls. Ceux qui n'ont pas cette technologie-là n'y arrivent pas. Et derrière, on a des chiffres, mais qu'on divise souvent par 2, hélas, avec la réalité. Et déjà commencer à mesurer, c'est se permettre d'optimiser derrière, puisque, ok, je pars de cette base-là, ça ne me suffit pas, j'en veux plus. Finalement, j'en ai un peu plus que ce que je pensais parce que j'en perdais. Et avant d'en acheter, je vais les traiter. Donc toi, ton outil permet de faire ce calcul quasiment en temps réel à la journée. En temps réel, tout à fait. En temps réel, on a la vraie volumétrie par média, par portail, par site. En fait, on a derrière d'intégrer du call tracking et du mail tracking, mais c'est intégré sur la solution globale.
Et du coup, chaque lead entrant, on sait d'où il vient, on sait comment il va finir et toutes les étapes par lesquelles il passe. Et donc à la finale, ça donne du big data et une business intelligence très simplifiée en fait pour les responsables et les dirigeants pour avoir une lecture de leurs coûts. Donc finalement, si on tire la ligne jusqu'au bout, on peut se dire, il y a eu réservation, il n'y a pas eu réservation, cette réservation était de temps, par rapport au budget imparti sur telle ligne, donc tel levier, mais finalement, le lead a coûté tant. C'est ça ? C'est exactement ça. Donc ça y est, tu as répondu à la question. Je n'y réponds pas, mes clients y répondent. L'outil, en tout cas, permet d'y répondre. Et une fois de plus, ça va dépendre de la géolocalisation, tous les paramètres qu'on a évoqués juste avant. Christelle, comment optimiser le coût du lead, justement, quelle serait une solution ou quelle est peut-être une des solutions mises en œuvre récemment par KB sur le sujet ? En fait, on a pris la décision de moins s'intéresser à cette question et de plus s'intéresser à la manière dont on pouvait aujourd'hui donner une meilleure réponse aux attentes des consommateurs et donner finalement un travail de traitement commercial plus en phase avec ce qu'ils savent faire et ce que les clients sont d'accord pour qu'ils fassent pour nos vendeurs. C'est quoi ? C'est concrètement, en fait, on s'est dit que puisqu'il y a une difficulté vraiment réelle, notoire, à ce qu'on puisse rentrer en contact avec la marque dans un cadre de relations commerciales classiques, on va proposer aux consommateurs qui sont en recherche immobilière, en préoccupation immobilière, un service qui soit un service d'information. Et donc on a créé et mis en place depuis le début du mois de septembre une nouvelle fonction dans l'entreprise, un nouveau service. Donc c'est un vrai service aujourd'hui composé de 6 personnes, peut-être un peu test sur ce sujet, un service information consommateur. Donc un service information consommateur qui est gratuit, qui est d'usage libre sans qu'on soit dans une démarche commerciale, sans qu'on soit dans une démarche de captation de lead au sens mercantile du terme, où on propose à des personnes qui sont donc dans notre univers de captation de contact, donc qui sont en principe requêteurs, intentionnistes, de répondre aux questions qui peuvent les préoccuper et que finalement, ils ne posent aujourd'hui à personne. Qu'ils posent à personne parce que le vendeur immobilier, ils ne veulent pas lui parler, c'est un escroc, il va me mettre dans un entonnoir, je n'ai pas envie d'y aller avant de savoir que je peux ou pas acheter. Parce que mon banquier, c'est pareil, je vais lui parler d'immobilier, il va vouloir me vendre une assurance vie. Parce que sur les sites internet, les réponses que l'on peut avoir sont souvent génériques, floues. Parfois fausses, surtout quand on parle de dispositifs légaux, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on s'est dit, essayons de réinitialiser un dialogue entre la marque et le consommateur, qui soit pas marchand, je m'appelle marchand, pardon, mais qui soit pas mercantile, mais qui soit dans l'idée de rétablir un rapport de confiance et dans l'idée de rétablir un rôle à la marque dans la pédagogie qu'on peut faire sur l'acquisition et donc sur le produit. Donc voilà, donc la réponse qu'on essaye de donner aujourd'hui, elle est là. Évidemment, c'est une réponse qui est intéressante parce qu'elle offre un nouveau service. Elle est intéressante aussi parce qu'à nous, elle nous offre des nouveaux contenus. Parce que dans toutes les questions que posent des consommateurs à notre service d'information consommateur depuis le 1er septembre, il y a une manne d'informations pour moi qui suis directrice marketing sur les attentes des gens, sur ce qu'ils ont besoin de savoir, sur ce qui les préoccupe. Et franchement, moi j'apprends depuis le 7 septembre exactement énormément tous les jours à travers les questions qui rentrent dans une question box, tout simple, et sur un numéro de téléphone. Et ça me semble être assez intéressant. Alors c'est un vrai coût pour l'entreprise, parce que c'est 6 personnes à temps plein, avec une plage d'ouverture de 8h30 à 21h. Et juste pour faire sourire certaines personnes dans la salle, oui, c'est sur mon budget marketing que cette cellule a été créée. Je veux dire, bon voilà. Donc c'est des frais marketing parce qu'on a considéré qu'effectivement, c'était pas des frais commerciaux, c'est pas fait pour vendre. Mais je crois beaucoup, je suis pas sûre que ce soit la panacée, mais je crois beaucoup que donner comme ça un nouvel axe conversationnel entre la marque et le consommateur, en acceptant l'idée que du coup l'acte de vente il va se faire à un autre moment, dans un autre stade
du parcours, ça peut être une bonne idée et une solution. Ça peut avoir du sens. Donc, on est finalement dans ta fabrication presque de lead. Soit le lead est déjà existant dans ta base de données, le prospect revient, il pose sa question et c'est tout, sans engagement, anti-vente totale. Ou bien, spontanément, il vient poser sa question. C'est la première fois qu'il entre en relation avec ta marque par la question. Très malin. Donc, on a trop peu de recul aujourd'hui pour savoir, mais c'est en tout cas un input intéressant. C'est ça. Alors, et juste pour préciser, bien sûr que la relation n'est pas mercantile dans la mesure où quelqu'un qui vient s'adresser à notre service InfoConso, on ne va pas chercher à lui vendre quelque chose. En revanche, on ne va pas s'interdire de remplir dans notre CRM les cases et donc de collationner des informations très précieuses sur ce consommateur qui deviendra peut-être jamais client, mais qui va m'apprendre beaucoup de choses sur ceux qui peut-être un jour deviendront clients. Donc cette vertu pédagogique, elle n'est pas juste gratuite, en fait. Elle nous sert, elle nous donne... En fait, on achète... ce budget marketing, il me permet d'acheter de la connaissance sur mon consommateur. Donc c'est pas forcément du prospect, c'est vrai, parce qu'une partie seulement deviendra prospect et client sans doute, mais en revanche la connaissance que je vais acquérir comme ça sur mon consommateur, je pense qu'elle peut être très très riche d'enseignements. Donc nouveau paramètre à notre équation à plusieurs inconnus, le knowledge management, la connaissance fine du client pour mieux transformer, pour mieux le maturer et le transformer. Alors on parlait d'économie tous ensemble, on se disait est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre la BCE qui pourrait à moyen terme augmenter ses taux, entre une offre de logement sur le marché qui pourrait augmenter avec les organismes sociaux qui vont être obligés ou contraints aujourd'hui de davantage vendre leur parc immobilier. Est-ce que la redistribution des cartes sur les dispositifs nouveaux, Pinel, quelle sera son l'ignore, font pas nécessairement baisser le coût du terrain, donc pas forcément les prix. Est-ce que tout ça peut avoir une incidence en 2018-2019 sur le coût du lead ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport, si on voit Philippe? Non, alors ça n'a pas aucun rapport. Les taux d'intérêt ont un rapport direct avec la capacité des gens à acheter. Après, je crois qu'aujourd'hui, voilà, on est sur un marché qui est très particulier parce qu'il est souvent porté par des aides qui sont des aides légales. Donc on en est tributaire, qu'on le veuille ou non. On est également tributaire des taux d'intérêt. Je dirais que forcément, ça peut impacter sur le coût du lead si c'est plus compliqué d'acheter. Je dirais surtout que ça risque d'impacter sur le coût de la transformation. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être toujours autant de gens qui auront envie d'acheter. Il y aura peut-être moins de gens qui peuvent acheter. En tout cas, le propre même d'un promoteur ou de nous tous autour de cette table, c'est qu'on s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal et on n'est pas capable de savoir ce que sera le coût du lead demain. On ne sera même pas capable à la fin de cette conférence de donner un coût du lead parce que de toute façon, la question est très vaste et elle intègre ce qu'évoquait Christelle, c'est-à-dire les stratégies de contenu. Donc voilà, et quand on évoquait les tableaux de bord qui permettent de connaître les coûts du lead, parce qu'il y a effectivement des outils qui existent par ailleurs, ça s'appelle la data visualisation, et on a des clients qui sont équipés de logiciels de data visualisation, qui savent parfaitement d'où viennent les leads, combien ils coûtent, quels sont les canaux. Une fois qu'ils savent ça ne règle pas leur problème de stratégie de contenu, c'est une information de plus qui est stratégique. Néanmoins, Christelle le disait, on apprend aussi tous les jours des gens à qui on envoie du contenu et qui nous en renvoient. Et on est en train d'entrer dans une ère de marketing de contenu où on doit créer un lien avec le client, sans oublier qu'on crée quand même un lien parce qu'on a un produit à vendre, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on l'oublie. On change aussi un petit peu la donne. C'est plus juste une communication descendante. J'ai un produit à vendre, je vous informe, venez vite acheter. J'ai une expertise, j'ai des choses à vous apprendre, j'ai aussi des produits et vous allez m'apprendre sur vous, vos usages, vos attentes. Et c'est un cycle vertueux. Donc ce premier cycle de réciprocité peut avoir une influence sur le lead de demain. Tu parlais également des usages. Oui, c'est un exemple aux US intéressant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, alors ça, c'était effectivement une conversation qu'on a vue. Je disais juste que le digital change parfois les habitudes, donc il faut qu'on soit toujours au moins à observer ce qui se passe. C'est parce qu'on avait une conversation effectivement sur le search, et aujourd'hui aux États-Unis, on a 30% des requêtes qui sont faites par oral. Donc voilà, il faut qu'on se prépare aussi à modifier nos habitudes, à intégrer des comportements différents, mais c'est le propre du digital de bouger très vite. Et donc c'est la même chose que pour l'évolution des taux ou du contexte économique, on n'a pas le choix, on va s'adapter. On observe et on s'adapte. Alors voilà. qu'est-ce que ça veut dire entrer en contact oral ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui, par la reconnaissance vocale, sont capables de... je donnais l'exemple, je vais passer en voiture dans un an, je passe dans une rue et puis je vais dire à mon iPhone, tiens, Siri, sois sympa, dis-moi s'il y a des programmes immobiliers à vendre dans le coin. Et là, je suis pas en train de taper sur mon ordinateur et de voir 3 liens payants sur Google. Et Siri va me dire, oui, si tu cherches du haut de gamme, du moyen de gamme ou du haut de gamme, je vais préciser. Et puis il va me dire, à 300 mètres, il y a un programme KB, mais à 200 mètres, il y a un programme d'un autre promoteur. Et là, il reste tant d'appartements, et là, tant d'appartements, et je serai en train de conduire. Alors, c'est pas bien et j'aurai une amende, mais néanmoins, voilà, les comportements changent, ils vont changer, et il faut qu'on l'intègre. Et donc, ce sont eux qui influent plus que le contexte économique. On s'adaptera tous, je pense. Pour toi, Marc, le coût, tu es plutôt optimiste, pessimiste ? On vient déjà d'avoir une partie de la réponse. Le marché a beaucoup changé ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, c'était le print qui générait du lead. Aujourd'hui, la data et le digital permettent de beaucoup mieux capter le comportement des futurs acquéreurs. Donc on améliore très nettement la connaissance du futur acquéreur. On améliore aussi l'outillage chez les promoteurs. Du coup, de notre point de vue, le coût devrait être optimisé, du coup devrait s'améliorer. Pour toi, Lucien, vision aval ? Fort de ce que disait Christelle et aussi Philippe, le prospect est de plus en plus averti, c'est-à-dire qu'il arrive, une fois qu'il appelle, et ça on l'observe parce que par souci de transparence, tous les appels sont enregistrés dans notre système. Donc nos clients peuvent les écouter et du coup, nous on fait régulièrement des écoutes et on voit bien que les personnes qui appellent, elles sont averties. Alors, il y a du promeneur, il y en aura toujours, mais la proportion de promeneurs par rapport à la proportion de personnes averties, et ils viennent pour quelque chose de net. Ils n'appellent pas au hasard, ils ont la référence, ils ont tout, c'est ça qu'ils veulent. Et ça, pour moi, ça a un coût. C'est-à-dire que, alors un coût qui est peut-être masqué, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'acheter un lead, mais tout le travail en amont qui a pu être fait de façon un peu masquée, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, c'est pas une relation commerciale qu'il y a eu, puisqu'il y a, dans l'exemple qui a été donné, mais qui est un exemple qu'on retrouve chez Apple, par exemple, avec les Genius, qui n'ont rien à vous vendre, puis qui connaissent tout. Vous allez les voir, ils vont vous apprendre tout de votre iPhone, de votre Mac, de tout, mais eux, ils n'ont rien à vous vendre. Et après, ils vous mettent en main. Ça existe dans l'automobile, ça existe dans plusieurs milieux, et ça a un coût aussi. Mais je pense que ça a plutôt tendance à faire accroître le coût général. Donc on verra dans le temps, mais j'aurais plutôt tendance à dire un coût augmentant en tout cas. En tout cas, sans processus, pas de lead, pas de lead en tout cas transformable. Si on devait aujourd'hui résumer la situation de cette équation à plusieurs inconnus, on a beaucoup parlé de critérisation, on a parlé de produit, pas de lead en valeur absolue mais relative à une géolocalisation, à un produit. On a parlé également de maturité, de processus pour maturer, et ce processus a également un coût à ne pas occulter quand on va être vraiment transparent sur la totalité de la chaîne. Et enfin, on a parlé du sort de ces processus qu'on peut optimiser grâce à ces outils, donc de la partie outils qui existe maintenant et qui permet d'avoir un maillage très très fin par levier d'acquisition. Alors le mot de la fin, Philippe. Le mot de la fin, c'est que malgré l'intitulé de cette conférence, en fait, le vrai sujet, c'est pas le coût du lead au sens qui pourrait être compris comme tel, c'est-à-dire ou le coût d'achat du lead, c'est vraiment la capacité qu'on a à travailler en amont et en aval un prospect, à créer une relation avec lui. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de mal à estimer ce coût réel parce que ça implique du temps de travail de commerciaux, du temps de travail sur des stratégies marketing de contenu qui sont sur le budget marketing, mais qui ne sont pas du marketing au sens je diffuse des produits dans la rue ou je passe des annonces sur Internet pour capter du client, je crée du contenu et une affinité à ma marque. Et en fait, on est tous en train d'apprendre à redéfinir le coût réel d'un lead parce que tout simplement les usages évoluent et les clients changent. Donc voilà, je pense que ce qui sera intéressant l'année prochaine, c'est une conférence sur comment effectivement on arrive à créer une relation à la marque et comment cette relation à la marque, elle peut générer du lead ou en tout cas permettre de transformer des leads qui ne sont pas encore matures en leads plus matures. Voilà. Merci Philippe. Marc, mot de la fin.
Alors, nous, donc là, on a beaucoup échangé sur les produits, la capacité à mettre les produits dans les bonnes rubriques pour générer du lead. Ça, c'est un point essentiel. Pas de contenu, pas de lead. Et il faut nourrir ces leads au fur et à mesure pour améliorer le contenu. Nous, chez Ubiflow, on va être capable d'intervenir et de traquer ces différents retours. On va aussi travailler avec les différents acteurs autour de la table, que sont les agences de communication ou Scorimo pour récupérer de la donnée sur la génération de leads et fournir de la donnée consolidée à nos clients pour leur permettre justement de décider de leur campagne de génération de leads et quelles actions mener pour optimiser ce coût de lead. Et savoir dès l'amont, finalement, savoir dès l'amont, en totale logique anticipative, combien ça pourrait coûter. Merci Marc. Lucien, le mot de la fin. Oui, moi je serais sur un registre d'expérience client, c'est-à-dire que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, enfin les exemples aussi qui ont été donnés vont dans ce sens. C'est-à-dire que il faut aller vers ça, il faut offrir quelque chose d'autre aux clients, la pub ne suffit plus, ils n'attendent pas ça de nous, ils en ont marre d'être harcelés par la pub, ils en ont marre d'avoir des commerciaux, effectivement il y en a qui ne veulent plus voir de commerciaux. Demain on peut imaginer qu'une dématérialisation sur X% des ventes parce qu'ils ne veulent plus les voir. Donc il faut aller sur d'autres canaux, vers une expérience client différente et réfléchir à d'autres axes. Donc effectivement, tous, aujourd'hui, on a cet intérêt-là et on est force de proposition. Et je pense qu'il y a des tables rondes qui pourraient être dans ce sens l'année suivante. Merci Lucien. Christelle, le mot de la fin de la fin. Le mot de la fin de la fin, c'est effectivement que je crois qu'on est quand même globalement tous en train de remettre en question la chaîne de transmission du lead et qu'on a beaucoup réinventé le marketing immobilier, en tout cas depuis une dizaine d'années. Je crois que quand on regarde la manière dont on communiquait il y a 10 ans et qu'on regarde la manière dont on communique collectivement aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a une vraie évolution. Je crois que la révolution qui reste à faire, c'est celle de la façon de commercialiser et non plus de la façon de communiquer. Et du coup, c'est peut-être qu'il y a plus... les choses deviennent très poreuses entre elles et que c'est une question de relation au consommateur, donc d'expérience effectivement, moi j'aime beaucoup ce mot, c'est une question de relation, c'est une question de confiance et c'est une question de contenu et plus de publicité. Alors la confiance n'a pas de prix, tu en parlais hier. Aujourd'hui, c'est plus le lead qui t'intéresse, c'est la confiance, parce que c'est elle qui sera gage de transformation. Alors merci à tous pour cette conférence. Si vous avez des questions, il reste 10 minutes pour les poser en off à nos interlocuteurs. Merci à tous de votre attention et de votre participation. Merci.